Bonjour à tous, bienvenue sur Acteurs Publics TV, bienvenue à cet atelier consacré à la doctrine cloud au centre. Quel impact pour le secteur public? Et vous allez tout savoir sur l'économie cloud et aussi sur les technologies cloud, des technologies qui visent à donner une autre dimension à vos projets et qui vont aussi pouvoir permettre de répondre à vos problématiques d'innovation, mais aussi de sécurité et de performance. Et au cœur de cette doctrine, il y a aussi la souveraineté de vos données et de nos organisations publiques. Pour en parler, je reçois sur ce plateau Mireille Mej. Bonjour. Vous êtes experte technique secteur public pour l'entreprise Outscale. C'est une entreprise spécialisée dans le cloud computing. Et vous pouvez nous en dire un petit peu plus brièvement? Alors, 3DS Outscale est une marque Dassault Systèmes. Nous sommes un opérateur souverain dans le domaine du cloud. Donc, avant tout, nous sommes fournisseurs d'infrastructures as a service. Alors, pour beaucoup, infrastructure as a service, c'est quoi? On va dire, c'est un petit peu le socle, la fondation de tous les applicatifs qui vont être utilisés par les acteurs publics. Merci beaucoup de participer à cet atelier, à cette émission, et vous allez aussi nous présenter les outils qui permettent d'améliorer la performance de l'organisation des acteurs publics. Merci beaucoup Mireille Mej. Daniel Deprézeau. Bonjour. Bonjour, vous êtes directeur technologique chez Veritas et votre entreprise, elle s'assure de gérer et de protéger toutes les données des organisations publiques, c'est bien cela? Parfaitement, effectivement, nous sommes éditeurs de logiciels, nous sommes présents sur le marché depuis environ 30 ans. Nous apportons des solutions autour de la confidentialité, l'intégrité, la protection, la résilience des données. Et nous accompagnons le secteur public depuis un certain nombre d'années. Nous sommes présents dans les ministères, les régaliens, dans les régions et aussi sur les édifices de santé. Optimiser la sécurité, la performance des données dans les environnements cloud, ce sont donc vos objectifs et vous allez nous expliquer comment vous faites pour les atteindre. Et puis Vincent Coudrin, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de la mission cloud au sein de la direction interministérielle du numérique. Vous aidez les acteurs publics à privilégier le cloud pour la conduite de leurs projets numériques. C'est en fait la doctrine cloud au centre. Oui, en effet, c'est celle qui nous dit qu'à partir de juillet 2021, tous les nouveaux projets, tous les nouveaux services numériques produits par l'administration doivent être faits dans une posture cloud et qui nous dit également dans quel cas ces données doivent être mises à l'abri de solutions qualifiées par l'ANSSI pour des questions de cybersécurité et de souveraineté, comme vous l'avez dit. Oui, et puis il y a aussi une question de souplesse et d'économie. Ce sont des avantages donc pour les acteurs publics. Vous avez finalement tout à y gagner. Je rappelle à nos téléspectateurs qui nous regardent que vous pouvez participer à cette émission, poser vos questions. C'est l'une des plus-values d'acteurs publics. Voilà, l'interaction. N'hésitez pas et je les poserai à nos invités. On va d'abord commencer par une enquête menée par acteurs publics auprès de ses lecteurs avec plusieurs constats. C'est une enquête qui concerne donc la doctrine cloud au centre. 2 tiers des répondants considèrent que le cloud est indispensable pour transformer et moderniser le service public. C'est une bonne nouvelle, Vincent Coudrin. Oui, absolument. Je vous flatter. Effectivement, cette partie de l'enquête est facile à commenter. On a bien compris les enjeux, c'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'on fait du cloud? On fait du cloud parce qu'on veut produire des services numériques qui soient plus près des agents. On veut être plus réactif. L'intérêt du cloud, c'est de pouvoir tous les jours apporter des modifications à ces services numériques en prenant en compte les retours qu'on a de l'utilisation qui en est faite. Voilà. Et donc, il y a vraiment une articulation entre utilisation du cloud, déploiement de la doctrine et modernisation de l'action publique. C'est aussi radical que ça. La doctrine cloud vient servir la feuille de route de la direction interministérielle du numérique qui fixe comme objectif de produire des services numériques plus près des citoyens, mieux pensés pour les agents. Voilà, donc ça c'est effectivement, on est heureux de constater que les agents se sont correctement, on pourrait fixer un objectif de 100%, mais en tout cas, on a une bonne compréhension des enjeux, c'est ce que traduit votre enquête. Oui, autre constat, toujours sur cette enquête acteurs publics, 3/4 des répondants considèrent que la doctrine cloud au centre de l'État n'est pas assez claire. Comment expliquer finalement cette confusion? Je vous remercie de ne pas avoir commencé par cette question. Alors, c'est intéressant parce que, d'une part, ça prouve qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas dû bien faire, soit dans la rédaction, soit dans la communication autour de la doctrine. Et nous, on est un peu surpris parce que finalement, la doctrine, elle est énoncée sous forme de règles et il y en a très très peu. Elle nous dit, à partir de maintenant, vous faites du cloud. Voilà, c'est ce qui est une orientation extrêmement générale, avec effectivement un point de complexité qui est de dire il faut que vous vous appropriez
ce que ça veut dire de faire du cloud. Il faut que vous traduisiez cette doctrine, qui est une doctrine d'emploi du cloud, sous la forme d'une stratégie. C'est ça qui est la partie compliquée, mais qui s'adresse plutôt aux décideurs, aux gens qui vont justement définir ces orientations. Et ensuite, il y a une partie de la doctrine qui dit voilà quel cloud vous avez le droit d'utiliser dans tel contexte, qui sont des règles qui sont techniques, que peuvent et que se sont déjà appropriées les gens qui sont en charge des politiques d'infrastructure. Donc finalement, il y a relativement peu de règles, mais le cloud, c'est compliqué, c'est un apprentissage, c'est une transformation. On sait, et le directeur technique, je vais citer un autre directeur technique, qui est celui d'Amazon Web Services, qui dit il n'y a pas d'algorithme de compression de l'expérience. Voilà. Donc il faut s'approprier le cloud, et ça, on peut le faire qu'en commençant. Et c'est, je pense, la meilleure manière de convertir les gens pour qui ça n'est pas clair. Mireille Metsch, vous l'avez constaté, vous, ce manque de lisibilité auprès des acteurs publics? Oui, effectivement, démarrer un projet dans le cloud implique quelques appréhensions. Comment on va sécuriser mes données? Puis-je faire confiance au cloud? Donc nous, on le constate régulièrement. Nous, en tant qu'Outscan, on est là pour rassurer le client, pour lui expliquer comment mettre un premier pied dans le cloud. Très souvent, ça peut démarrer avec des petits projets de développement où ça leur permet effectivement de s'initier au cloud Outscale, d'en comprendre effectivement les enjeux et de jouer avec les périmètres des données. Alors, ce qui est très important, c'est qu'il y a un travail en amont qui est extrêmement important, qui est la classification des données. Est-ce que mes données sont sensibles? Est-ce qu'elles sont hautement critiques? Est-ce que je vais les exposer sur Internet? Ou, à contrario, est-ce que je vais vouloir vraiment les sécuriser de tout accès extérieur? Donc voilà, les acteurs publics doivent faire ce travail en amont et nous, on doit les accompagner au mieux pour leur proposer les solutions adéquates en fait. Et est-ce que tout le monde est concerné finalement par le cloud? Je me tourne vers vous, Daniel Deprezot. Qui sont en fait ces utilisateurs? En fait, vous l'avez dit, tout le monde est concerné par le cloud aujourd'hui. Je dirais un peu comme M. Jourdain faisait de la prose sans le savoir. Je pense qu'aujourd'hui, tous les citoyens, les agents de la fonction publique font du cloud sans nécessairement le savoir. Le cloud est rentré dans notre vie, elle est peu visible par définition puisqu'il est dans le cloud, mais en réalité c'est vraiment le moteur de la transformation numérique, comme disait Vincent. Aujourd'hui, cette souplesse, cette agilité, cette capacité de répondre à des problématiques, à des services de façon très rapide, n'est possible que grâce au cloud et sa flexibilité, son agilité. Le cloud, c'est de l'informatique à la demande, enrichie de multitudes de services. C'est comme ça qu'il faut le voir. Et on parle beaucoup en ce moment d'intelligence artificielle, avec toutes les peurs que ça peut soulever. Mais en tout cas, l'intelligence artificielle, aujourd'hui, n'est possible que grâce au cloud, de toute façon. C'est une véritable économie du cloud, c'est ce qu'on disait un peu plus tôt dans cette émission. Mireille, est-ce que ce cloud, justement, Daniel Deprezot vient de l'évoquer, s'adapte à telle ou telle organisation? Est-ce que voilà, il y a une facilité d'adaptation? Alors nous, dans les clients que nous rencontrons quotidiennement, on a tout type d'acteurs. Ça peut être une simple collectivité territoriale, ça peut être une mairie qui va permettre de faire des déclarations de décès, de naissance, etc. Comme ça peut être des entités ministérielles avec un haut niveau de criticité de données, qui sont des données qui peuvent être parfaitement sensibles avec des enjeux militaires, comme on peut le comprendre. Donc, nous, on a tout type, je dirais, de public quelque part, parce que derrière, il faut comprendre que l'utilisateur, souvent, c'est le citoyen ou l'agent qui est quelque part dans un bureau, on va dire au fin fond de la province. Donc tout le monde est usager du cloud quelque part. Donc tous les acteurs sont concernés, Daniel, et c'est tout autant d'impact finalement pour ces acteurs. Oui, c'est tout autant d'impact et il faut, pareil, comme disait Vincent, il va falloir éduquer progressivement. Les gens vont s'éduquer d'eux-mêmes déjà, une partie, mais ils vont rentrer. Mais de toute façon, il faut faire preuve de pédagogie parce que c'est une transformation. Et la transformation numérique, j'aime bien parce qu'en fait, c'est une transformation sociétale, mais aussi une transformation de la façon de travailler. Donc de toute façon, il faut que tout un chacun apprenne à utiliser les nouveaux outils, en tirer les meilleures parties, et puis aussi à comprendre les éventuelles contraintes. On va parler probablement de sécurité, de confidentialité tout à l'heure, mais voilà, donc oui, ça concerne tout le monde. Ça concerne tout le monde, il y a un véritable travail donc de transformation. Vincent Coudrin, le cloud au sein des administrations, des acteurs publics, où on en est? Est-ce que vous pouvez nous dresser un constat? Volontiers. Donc on a deux observatoires finalement pour mesurer cette progression. C'est d'une part, on a les marchés, notamment le marché de l'UGAP qui est le principal vecteur pour l'administration centrale et en partie pour les collectivités. Les collectivités consomment très très peu d'infrastructures cloud.
Aujourd'hui, en tout cas, par ce vecteur-là, c'est moins de 5% de la dépense. Ce qu'on observe, c'est que, alors on a un deuxième observatoire qui est nos propres infrastructures, puisqu'on a aussi 2 clouds au sein des réseaux de l'État. On a du cloud partout. Ça, c'est vraiment un point important. On envoie à peu près un petit peu moins d'un projet par jour depuis à peu près 3 ans. Ce qui est relativement stable, mais comme les projets grossissent, comme les projets se renouvellent, ça veut dire qu'on a une croissance de presque 70% sur la consommation de cloud. Ça, c'est un des grands effets de la doctrine. Et par rapport aux politiques précédentes, c'est qu'on a orienté la commande. Et ça, je pense qu'on en conviendra avec ma voisine. C'était quelque chose d'absolument essentiel pour irriguer l'écosystème et pour commencer à faire monter en gamme, et nous et vous, finalement, parce qu'on avait cet enjeu commun. Donc, on a du cloud partout, on a une croissance de 70%. Dans tous les ministères, les gens ont compris que c'était un sujet de transformation qui est absolument essentiel, c'est ce que vous rappeliez. L'enjeu de la doctrine cloud, c'est la transformation en elle-même, c'est la transformation de la manière dont on produit des services numériques. Voilà. Donc tous les ministères s'en sont saisis, ils ont un plan, ça c'est vraiment c'est ce qui a permis d'obtenir la mise en application de la doctrine, enfin l'entrée en vigueur de la doctrine. En revanche, dans les opérateurs de l'État, donc à peu près les 400 entités qui sont citées dans ce qu'on appelle le jaune budgétaire, adossé à la loi de finances, là on est à peu près à un quart des opérateurs qui ont commencé à consommer du cloud. Voilà. Ce qui n'est pas un très très bon chiffre. Après, les opérateurs ils sont de taille extrêmement variée. Vous avez le musée du Louvre, vous avez le CNRS, donc c'est pas tout à fait pareil. Voilà. Et donc aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est que quelque part, les graines sont plantées. On fait du cloud un peu partout, mais on n'a pas forcément un plan dans toutes les entités. Voilà. Et cet effort de planification, le fait de dire si j'adopte le cloud à grande échelle, comment est-ce que je vais réunir les prérequis? On a parlé de la classification de la donnée, on a parlé d'acculturation. Finalement, et c'est aussi ce que vous avez indiqué, la vitesse d'adoption du cloud et la vitesse de la transformation des organisations et la vitesse d'acculturation. Et on n'essaye pas d'aller plus vite, parce que notre enjeu, c'est l'acculturation des agents. Est-ce qu'on veut avoir, au bout de 5 ans, migré 60% de nos applications ou acculturer 60% des agents? C'est finalement ça. Et on a fait une doctrine qui s'adresse à l'humain plutôt qu'aux machines. Et quand commence finalement l'accompagnement justement vers cette transition, Mireille Mej, peut-être au début d'un projet, en tout cas pour l'acteur public? Alors, nous, 3DS Outscale, on est présent dès le début du projet, parce qu'effectivement, il est nécessaire de qualifier le réel besoin de l'acteur public. Donc, on est présent pendant la qualification, on est présent même au-delà, on accompagne l'adoption du cloud, donc ça se fait par des ateliers, des formations. Si nécessaire, on est même là pour accompagner aussi l'éventuel infogéreur qui va travailler sur la partie applicative, mise en production des environnements. On est là aussi dans l'évolution des projets, parce que tout projet qui commence, on sait perpétuellement il est en évolution. Donc il y a des nouvelles technologies qui arrivent, il faut faire adopter ces nouvelles technologies. Donc c'est tout le travail qu'on a à faire avec les acteurs publics, c'est un petit peu les évangéliser, je ne vais pas dire à une nouvelle religion, mais à leur faire adopter tous ces nouveaux mécanismes en fait, du cloud. Est-ce qu'il y a des projets plus propices que d'autres au cloud? Alors je ne dirais pas qu'il y a de projets plus propices que d'autres. Tout projet est propice. Alors, un projet qui va commencer nativement dans le cloud, effectivement, va être extrêmement facile à appréhender parce qu'on a tous les champs des possibles. Alors qu'un projet qui est peut-être déjà existant sur une architecture dédiée au sein des acteurs publics va nécessiter forcément des ajustements, peut-être un accompagnement plus poussé de la part d'Outscale avec des ateliers, tout un encadrement. Voilà, tout projet est propice, mais la façon de l'appréhender va être différente à chaque fois. Et quel est l'avantage finalement pour l'acteur public d'utiliser le cloud? Je me tourne vers vous, Vincent Coudrin. Alors, l'avantage principal, j'essaie de le dire en des termes un gain d'efficacité, pas trop techniques, de performance? Non, justement, c'est en fait le gain essentiel, mais c'est un peu compliqué, c'est la structure de la dette technique, de la dette technologique. Je vais prendre un exemple. Prenez des photos de vos enfants avec votre téléphone. Où sont les disques durs, qui les change quand ils sont pleins, qui s'occupe des sauvegardes, ce n'est pas votre problème. C'est un problème que vous avez externalisé. Voilà. Et quand vous produisez des services numériques, vous produisez de la dette.
en fait, de la dette technique, des choses qui sont condamnées à être obsolescentes. Et les directions informatiques passent leur temps à aller voir les gens qui les financent en disant « il faut que vous me redonniez de l'argent juste pour que ça continue de marcher ». Voilà, et ça donne des discussions qui sont très désagréables. Le cloud résout ce problème-là. Ça ne veut pas dire que c'est moins cher, mais il résout ce problème-là, c'est-à-dire que vous allez consommer du stockage, du calcul, de la résilience, tout ça sous la forme de services. Et vous avez externalisé complètement cette dette technologique. Voilà. Et en contrepartie, vous devez internaliser la maîtrise de toute l'automatisation du recours à ces services. Voilà. Et le principal bénéfice, il est sur la structure de la dette, c'est-à-dire que là où on avait quelque chose qui était extrêmement dangereux, qui vous menaçait finalement, votre système d'information menaçait à tout instant de ne plus marcher, vous avez quelque chose qui devient le problème de quelqu'un d'autre et qui, lui, c'est la force du cloud, il a toutes les clés pour faire fonctionner ça de façon extrêmement performante. Des bénéfices donc, mais il y a aussi, on imagine, des freins à contourner, à surmonter. Alors, effectivement, dans les bénéfices, ça c'est le bénéfice principal. L'autre bénéfice, c'est le fait qu'effectivement, comme c'est de la ressource disponible immédiatement, vous avez une idée, vous commencez à travailler le jour même. Voilà, vous n'avez pas 6 mois de délai pour provisionner des machines, etc., etc. En revanche, il y a des prérequis. Alors, je ne sais pas si c'est des freins, mais c'est des prérequis. Les systèmes d'information sont des espèces de plats de spaghettis. Donc, vous tirez dessus, vous avez des spaghettis et du fromage. Voilà. Et donc, le fait d'avoir correctement détouré pour qu'on puisse mettre une partie dans le cloud, ça, c'est un vrai frein, c'est un obstacle qu'il faut traiter. Ce n'est pas les mêmes compétences qu'il faut avoir. Ce n'est pas les mêmes organisations, parce que les gens qui produisent les applications sont aussi les gens qui vont les maintenir en conditions opérationnelles, qui vont faire qu'elles fonctionnent tout le temps, qui vont résoudre les pannes. Et ça, ce n'est pas les modes d'organisation qu'on a dans les organisations traditionnelles, y compris la fonction publique, enfin les organisations publiques. Donc il y a cet ensemble. La sécurité, c'est à peu près pareil. Voilà, mais avec des modèles opérationnels où les rôles sont distribués différemment entre les gens qui produisent les services cloud et ce qu'on fait chez soi. Donc il y a un ensemble de prérequis qui sont à traiter, mais qui sont très très bien documentés. Le cloud, ça fait 10 ans que tout le monde en fait, et donc finalement, on connaît les recettes. Donc accompagner ces acteurs publics vers la transformation numérique, vers le cloud, mais qu'en est-il du citoyen, Daniel Deprézeau? Comment aller tous les chercher, en fait? Comment tous les accompagner? Je dirais que c'est un peu comme toute transformation. Pour qu'elle soit réussie, il faut oublier personne sur le bord de la route, en fait. Donc il faut arriver au niveau pédagogie, là aussi, à mettre en avant les avantages et pourquoi c'est fait. Et je dirais surtout, ce qu'il faut éviter, je vais utiliser un mot que vous avez sûrement entendu, la fracture numérique. Donc ça veut dire de ne pas avoir pensé qu'il y a des gens qui sont moins outils, qui ne sont pas des numériques natifs. Il y a des gens qui sont plus défavorisés, qui n'ont pas forcément un ordinateur chez eux. Donc il faut penser vraiment à aller chercher tout le monde. Donc il y a vraiment un travail de pédagogie, il y a un travail de communication. Et puis il y a aussi comment ne pas oublier une certaine catégorie de personnes qui, vous savez, par définition, ne pourront pas bénéficier de cette transformation. Donc il faudra toujours penser, le cloud ne doit pas se faire au détriment de la présence humaine. Et cette pédagogie, elle passe par quels outils? Par quels outils? Je pense que... Il y a pas mal de choses là-dedans, en fait. Il y a beaucoup d'aspects. Moi, j'avoue, je travaille beaucoup plus sur l'aspect technologique. Et moi, en tant que citoyen, la première question que je me pose quand on parle de cloud, mais de numérique en général, c'est qui gère mes données, qui y accède, que fait-on avec, comment sont-elles stockées? Je pense qu'on a vraiment besoin de rassurer le citoyen là-dessus, en fait. Et même constat, Mireille May, rassurer aussi l'agent public. Oui, il y a tout un travail, comme disait Vincent, d'acculturation. Non seulement il faut rassurer, il faut que le client final soit rassuré, mais il faut que l'utilisateur du cloud ait confiance sur l'intégrité des données, la conformité. Donc c'est pour ça que nous, on délivre tout un ensemble de services sécurisant les données. On a divers exemples, effectivement. Typiquement, quand vous allez mettre votre carte d'identité sur un site web pour justifier de votre identité, vous n'avez pas envie que votre carte d'identité parte dans des méandres infinis et que votre identité soit usurpée. Donc il y a tout un système de solutions que nous mettons en place pour sécuriser tous ces documents-là, par exemple. L'application de la doctrine cloud au centre, est-ce qu'elle a été bien accueillie, assimilée, Vincent Coudrin, par l'agent public? Alors,
Oui, dans la mesure où, comme je le disais, on a un nouveau projet, c'est-à-dire globalement, les nouveaux projets vont effectivement dans le cloud. On n'a pas de marqueurs qui nous disent que les gens sont attachés aux anciennes manières de faire. Après, effectivement, quand les prérequis ne sont pas rassemblés, on s'assoit autour d'une table et puis parce qu'on on compte sur tout le monde. C'est-à-dire que les fournisseurs les fournisseurs de services cloud ont leur propre capacité d'accompagnement des agents. On a les nôtres, il y a d'autres marchés qui permettent, etc. Donc, globalement, il n'y a pas de réticence. La question, c'est à quelle vitesse, pour quelle opportunité, est-ce que mon contexte est favorable? C'est aussi des cycles d'investissement, parce que quand vous allez faire du cloud, que vous alliez consommer les clouds au sein de l'État, à l'intérieur, ou à la Direction générale des finances publiques, ou que vous alliez dans le cloud commercial, vous avez déjà vos propres data centers éventuellement. Donc vous allez faire quoi? Vous allez ajouter une facture à la première. C'est pas bon. Donc c'est de l'argent public quand même. Donc il faut prendre le virage à la vitesse où il y a un rationnel économique. Voilà. Donc c'est pas quelque chose qu'on imagine, c'est pas un virage au frein à main à 90 degrés. C'est quelque chose qui doit s'inscrire avec des opportunités, avec des prérequis. Aujourd'hui, on a beaucoup d'enthousiasme de la part des agents. J'en profite pour glisser qu'on organise le 5 mars prochain notre deuxième journée du cloud au sein de l'État, qui sera un événement ouvert, qui se tiendra à Paris. Et on a une communauté qui grandit, qui fait partie des premières communautés au sein des directions informatiques de l'État. Et on a de plus en plus de gens qui sont enthousiastes, qui s'intéressent et qui sont de tous horizons. Donc dans toutes les administrations, les gens comprennent que c'est un mouvement et qu'on a un intérêt, même un intérêt à titre personnel, de se passionner pour ces technologies, qui offrent une très très grande diversité en fait de mise en œuvre. Il n'y a pas un cloud, il y a forcément, on peut toujours faire du cloud, parce que le cloud c'est une façon de faire de l'informatique, on n'arrêtera pas de faire de l'informatique, il y a forcément un cloud adapté à son contexte. Daniel Deprezot, je vous vois acquiescer les propos de Vincent Coudrin. Une réaction? Une réaction, oui, effectivement, c'est vrai qu'on a tendance à parler des clouds comme un mot unique, en fait, mais en réalité, derrière se cache une multitude de façons de déployer du cloud. Déjà, ça peut être public ou privé ou hybride, et puis après, c'est le niveau de service qui va derrière, donc... je ne vais pas rentrer dans la technique, mais c'est inévitable. On parle de IaaS, de PaaS, de SaaS, donc ça veut dire à chaque fois, en fait, on va... Et pour reprendre justement ce que disait Vincent, la responsabilité, cette fameuse responsabilité, qui est responsable de quoi? En fait, va varier en fait, selon le type de cloud mis à disposition des agents et de l'utilisateur final, le citoyen. Vous parliez tout à l'heure de dynamisme. Vous allez aussi nous exposer l'exemple de l'Angleterre pour justement comparer avec la France. La progression française est très intéressante, Vincent Coudrin. Alors, oui, il faut se remettre en 2020 quand on réfléchit sur la stratégie nationale pour le cloud, parce qu'en fait, la doctrine d'usage du cloud s'inscrit dans ce contexte-là. C'est-à-dire qu'on a pensé une stratégie nationale qui a 3 piliers. Il nous fallait un outil juridique pour identifier ce qu'on appelle le cloud de confiance. On a changé un petit peu de vocabulaire, ça n'avait échappé à personne, c'est-à-dire que nous, en tant qu'utilisateurs de cloud, sommes souverains et on va se reposer sur des clouds qui sont des clouds de confiance, donc compatibles avec nos enjeux de souveraineté. On a arrêté de penser que les clouds étaient en eux-mêmes souverains, ce qui était plus souverain que nous, ce qui était quand même un sujet. Donc on a ce premier point. Le deuxième point, c'était la doctrine d'usage qui transformait l'État et qui orientait la commande publique. Et on en a un troisième qui sont tous les dispositifs français et européens pour soutenir la croissance de l'écosystème. On l'a fait en analysant les gens qui étaient partis avant nous, les Américains en 2011, les Britanniques en 2013, les Canadiens en 2015. Et les Britanniques ont quelque chose d'admirable, qu'on peut leur envier, qui est un portail dans lequel ils décrivent, alors on a aussi parlé avec eux, mais on peut suivre en temps quasiment réel les évolutions de la dépense sur les logiciels déployés dans le cloud, sur les dépenses d'infrastructure et également sur les dépenses de services. Ils sont aujourd'hui à peu près à 100 millions de livres par trimestre en dépenses d'infrastructure. Donc voilà, normalement, ma voisine on n'en est pas tout à fait là. En revanche, on suit exactement la même progression. Donc ils ont effectivement une progression comme la nôtre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on est, nous, à peu près à 2 ans et demi, 3 ans, là où ils en étaient après 2 ans et demi, 3 ans d'application de leur doctrine. Comment l'expliquer ? En fait,
le truc, c'est qu'on a fait une doctrine qui était très inspirée de la leur, qui était un Cloud First Policy, comme avaient fait les Américains, l'administration Obama en 2011, qui consiste à dire tous les nouveaux projets, donc les flux de projets, vous allez les faire en mode cloud. Et les stocks, vous allez décider si vous organisez des plans de migration ou pas. Parce que l'opportunité de la migration, elle doit se faire localement, c'est-à-dire est-ce qu'on a un business case, c'est-à-dire est-ce que je vais effectivement réduire mes factures d'infrastructure, est-ce que ça va me rapporter de l'argent, est-ce que c'est pas juste faire comme avant mais en ayant changé le socle, etc. Donc ils ont fait quelque chose qui adresse majoritairement les flux, avec des tailles d'état qui sont relativement comparables. Et donc, assez logiquement, comme les durées de vie des projets informatiques sont à peu près les mêmes, on se retrouve à peu près sur les mêmes dépenses. Voilà. Et donc, ça nous rend extrêmement optimistes sur la suite, parce qu'on n'a pas de raison, en fait, que cette courbe ne continue pas de monter. Donc, c'est un exemple, et on le suit, on est frappé à chaque fois de voir qu'on suit très exactement cette progression. Après, est-ce qu'on pourrait aller plus vite que 70% de croissance ? Peut-être si on déclenchait des plans de migration, mais là, il faut vraiment que chaque administration se pose la question de est-ce que j'ai une opportunité à le faire. Et ça, on ne peut pas décider de manière trop centralisée. On va revenir dans quelques instants sur les interrogations, les inquiétudes des acteurs publics et aussi des citoyens concernant le cloud. Mais j'ai d'abord une question de Frédéric Floquet qui nous demande comment communiquer sur la stratégie cloud dans une approche éco-responsable reposant sur une optimisation de la consommation de ressources. Mireille Meix, je me tourne vers vous. Est-ce que vous pouvez apporter une réponse à Frédéric Floquet sur cette stratégie cloud dans une approche éco-responsable? Alors, je vais dire que je me doutais un peu de ce genre de questions, parce qu'effectivement, on s'aperçoit que l'empreinte carbone, c'est le sujet du moment. Et nous, on travaille avec certains acteurs, effectivement, qui ont des exigences sur l'usage des ressources. Je ne vais pas citer la référence, mais ils ont un projet interne qui s'appelle CEPA Versailles, typiquement, puisqu'ils doivent gérer l'usage de leurs ressources. Donc, toute VM qui doit être allumée le matin doit être forcément éteinte le soir. Ils font des optimisations de type une VM qui n'a pas été utilisée au-delà d'un certain temps n'a aucune raison d'exister, donc on supprime cette VM. Il y a toute une optimisation de ressources et effectivement derrière c'est optimiser les coûts par ailleurs, donc c'est tout l'intérêt du cloud, c'est qu'on peut jouer à optimiser ses coûts pour consommer à minima, n'utiliser que ce dont on a besoin à un instant T. Il y a d'autres interrogations, on en a évoqué quelques-unes. Daniel Deprézeau, il y a par exemple l'accès, l'utilisation, la sécurité. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles sont? Oui, j'aimerais bien rebondir un peu sur ce que disait Mireille, parce que c'est vrai qu'il faut se dire que le cloud, l'avantage, c'est qu'il apporte sur le côté écologique, c'est qu'il y a une mutualisation. Et par définition, lorsqu'on mutualise, on va moins justement disperser et on a une chance, si on utilise de bonnes technologies, enfin les technologies adéquates, justement d'aller minimiser les ressources. Après, effectivement, le risque de la balance, c'est que plus c'est facile et plus on développe de nouvelles applications, plus il y a de données. Donc effectivement, tout ça, ça se neutralise. Mais en tout cas, le cloud est quand même propice à l'économie au niveau écologique si on utilise les bons moyens. Après, si on revient aujourd'hui, je pense que ce qui est vraiment important, c'est vraiment l'aspect sécurité des données. En fait, quand je dis l'aspect sécurité, c'est au sens très très large. C'est pas uniquement, c'est vraiment qui y accède, où sont-elles stockées, qu'est-ce qu'on en fait de ces données, est-ce qu'elles sont protégées, est-ce qu'elles sont retenues plus longtemps. En fait, beaucoup de questions que finalement GDPR, RGPD en français, en 2018, essayait de répondre. En fait, les données appartiennent avant tout aux citoyens, aux clients dans le secteur privé, mais à la base, il est important de se dire que les données appartiennent, matérialisent une personne derrière. Et donc, en fait, nous, ce qu'on croit fortement, c'est ce qu'on appelle la responsabilité partagée, et ça va tout à fait dans le sens, c'est de se dire que, déjà parce qu'il n'y a pas de solution idéale. Donc, ce qui veut dire qu'à un moment donné, il va falloir multiplier les couches de sécurité de façon à pouvoir assurer un service le plus performant possible. Je vais vous donner des exemples parce que sinon ce n'est pas parlant, mais par exemple, on veut éviter une fuite de données. Une fuite de données, c'est des données sont volées par un cyber-attaquant. Donc ça veut dire que la couche qui normalement prévient la fuite des données a été défaillante ou a été vulnérable. Il y a une autre couche par-dessus qui va être le chiffrement des données qui va faire que, OK, ces données ont été volées, mais elles ne sont pas exploitables parce qu'elles sont chiffrées. Un autre exemple, la couche qui fait le scanning, enfin la protection anti-malware, est là pour vérifier qu'il n'y ait pas de ransomware qui viennent s'installer.
pareil, elle peut défaillir, il peut y avoir quelqu'un qui réussit à la traverser. Qui va prendre le relais? C'est la couche qui fait la sauvegarde et la restauration des données. Donc en fait, ce qu'on appelle la sécurité en profondeur, c'est-à-dire ne pas se fier uniquement à une partie, ne pas se dire qu'il y a un système qui est infaillible. Tous les systèmes sont faillibles, plus ou moins, mais c'est l'accumulation et la superposition de ces différentes couches qui va nous permettre d'assurer un niveau de sécurité et de confidentialité et d'intégrité le plus élevé. Donc typiquement, si je parle de Haskell pour essayer de se représenter, et tu me diras si je me trompe, mais l'idée, c'est qu'eux, ils sont là pour fournir une infrastructure le plus résiliente et le plus sécurisée possible. Par contre, au final, c'est l'utilisateur final, qu'il soit d'ailleurs un professionnel de l'informatique ou pas, qui est responsable de ces données. Et que deviennent ces données concrètement? Grande question. C'est le sujet. Est-ce que je vais vous répondre? En fait, c'est un peu la sauce magique. Mais en tout cas, soyez sûr que tous les acteurs qui sont là, en fait, sont complètement mobilisés pour faire en sorte que ces données respectent les bonnes règles et les bonnes pratiques. Donc, elles sont stockées au bon endroit, elles sont chiffrées, elles sont restaurées, elles sont retenues pendant une durée particulière. Quand je dis retenu, ça veut dire conserver en fait. Typiquement, les données médicales, il faut les conserver 10 ans. Au bout de 10 ans, il faut les effacer. Donc voilà, tout le monde s'engage conjointement à faire en sorte que ces données respectent les principes du RGPD déjà à la base et d'autres normes selon les secteurs. Mireille Mèche, il y a plusieurs catégories de données, plusieurs sensibilités. Daniel Deprezot vient d'en évoquer quelques-unes. Est-ce que vous pouvez, vous aussi, nous détailler ces catégories, ces sensibilités plus ou moins intenses? Alors, je dirais qu'il y a différentes catégories. Nous, selon le type de projet client et selon le degré, je dirais, de sensibilité de ces données, ce qu'on propose, c'est soit un cloud public, on va dire standard, ou on va s'appuyer éventuellement sur notre cloud souverain qualifié Secnum Cloud. Typiquement, je disais il y a quelques minutes, un projet de stockage de carte d'identité va se faire implicitement dans du cloud qualifié Secnum Cloud, parce que nous proposons des solutions de type stockage objet sécurisé, avec, comme vous le dites, avec des retentions sur la durée des données. On propose aussi des solutions certifiées HDS, donc hébergement de données de santé. Et effectivement, je te rejoins là-dessus, parce qu'effectivement, les données de santé, on voit que ça devient un domaine de plus en plus sensible, parce que tout patient n'a pas envie de voir ses données, on va dire, dispatchées un petit peu n'importe où, et il a envie de savoir, bien sûr, la durée de rétention sur 10 ans pour avoir un suivi médical. Donc voilà, la sensibilité des données fait que forcément, les approches projets vont être différentes et le choix du cloud va se faire en fonction justement de la sensibilité de ces données-là. Et tout ça, ça s'anticipe, Daniel Deprezot, ces dispositifs? En fait, déjà, il faut imaginer que c'est pas traité manuellement et par des humains. Et aujourd'hui, à l'heure de l'intelligence artificielle, en fait, on a des outils qui permettent de faire de la classification en amont et justement qui vont être l'aiguillage de type de données et qui vont permettre de dire ça, c'est des données confidentielles, secrètes, inutiles même, parce qu'il y a beaucoup de données aussi inutiles. Il faut se dire que voilà, des données qui sont générées, on ne sait pas comment, stockées, on ne sait pas comment, et qui viennent polluer et qui viennent mettre un peu plus d'impact sur le côté écologique. Et donc, effectivement, ces outils de classification, ils se basent en fait sur la reconnaissance. Alors, ça peut être la reconnaissance de modèles basés sur un langage. Donc, le modèle, ça peut être, je sais pas, un numéro de sécurité sociale, puisqu'on parlait justement de médical, mais ça peut être des phrases beaucoup plus complexes avec un contexte, ou ça peut être carrément du non-alphanumérique, donc des données biométriques, le profil, l'empreinte digitale, sur lesquelles on va reconnaître, et selon le type de données, on va pouvoir orienter les données sur tel ou tel stockage, sur du stockage de confiance, souverain, ou sur du stockage à moindre coût. Et on va les chiffrer ou pas les chiffrer, on va les sauvegarder plus longtemps, on va les retenir plus longtemps. Donc effectivement, tout est fait en automatique et nous, nos solutions, effectivement, embarquent ce genre de technologie de façon à pouvoir justement faire le tri en amont, à la volée, et de dire les données vont au bon endroit. On a une question de Ronan Krogenet et je me tourne vers vous, Vincent. L'État va-t-il favoriser les acteurs français certifiés Secnum Cloud, type OVH, Outscale et autres, plutôt que les futurs consortiums de chez Google, par exemple? Alors la commande publique, ça ne marche pas comme ça. La dernière fois que j'ai regardé le code de la commande publique. Tout le monde sera au même niveau finalement, c'est ça? Alors oui, tout le monde sera au même niveau. C'est-à-dire que les gens qui sont qualifiés Secnum Cloud, en fait, sont éligibles pour héberger de la donnée pour lequel la doctrine prescrit une qualification Secnum Cloud. Après, il faut bien voir que
parce que les acteurs français, vous avez cité Google et Microsoft. En fait, Bleu, c'est une société, une nouvelle société dont l'actionnariat est 100% français. Orange, Capgemini et Microsoft. Merci à Ronan qui est très précis sur sa question. Oui, absolument. Sauf il est précis, mais il oublie de dire que Microsoft n'a pas de part sociale. Et dans le cas de Sens, je crois que c'est 5% pour le cas de Google. Donc si vous regardez dans les acteurs français, vous allez en trouver avec des fonds américains qui sont dans des proportions plus importantes. Donc sur ce critère-là, je ne sais pas répondre. Sur le volet technologique, ça veut dire quoi? Une solution complètement française. Je peux me tourner vers Mireille. Je crois que les cartes mères que vous avez dans vos serveurs, elles ne sont pas fabriquées en France. Et puis on ne fait pas l'énergie avec de l'uranium produit à Saint-Pierre-Mont-Limard. Donc la question de quels sont les critères pour définir une offre qui est souveraine, nous on a des critères qui sont techniques, qui sont des critères de cybersécurité, Daniel en a parlé, le Secnum Cloud est un label de cybersécurité. Et on a également des critères d'isolation juridique, parce que nos impératifs de souveraineté, c'est à la fois donc, de quelque part ne pas pouvoir nous faire couper le courant, enfin, qu'on ne puisse pas nous couper le courant, qu'on puisse garantir la confidentialité de nos données. On sait que nos données ne sont pas regardées, mais c'est aussi accéder aux meilleures technologies. Voilà. Parce que si notre enjeu, c'est uniquement être hébergé en France, on a déjà des data centers chez nous. On n'a pas besoin du cloud. Voilà. En revanche, ce qu'on a fait avec Secnum Cloud, ce qui est unique en Europe, et ça a inspiré les projets de réglementation européens, on parle de l'EUCS, on en parlera peut-être, qui est le projet de schéma porté par la Commission européenne, c'est le fait de poser des critères extrêmement stricts en matière d'isolation juridique, pour dire les dispositions extraterritoriales qui sont prévues dans d'autres droits que les droits européens ne doivent pas pouvoir nous atteindre. Il ne faut pas imaginer que le marché européen, pas plus que le marché français, puisque c'est le même, va pouvoir être avec une barrière en disant on va faire du protectionnisme économique à tout crin. Et vous travaillez avec les acteurs privés, si vous allez voir Air Liquide, si vous leur dites vous n'allez travailler qu'avec des clients français. Ils vont dire non, mon marché il est mondial, et c'est pareil pour Total Energy, etc., etc. Donc on a signé, nous, France, les accords OMC, les accords du GATT, avec de la réciprocité sur les échanges, on respecte nos accords. Le truc qu'on a fait, qui est vraiment unique en Europe et quasiment dans le monde, c'est le fait de dire on va avoir des critères extrêmement stricts pour encadrer l'accès à certaines technologies qui, depuis la révélation Snowden donc, et l'affaire Alstom, nous ont rendus extrêmement méfiants. Voilà. Donc non, il n'y aura pas une frontière avec dedans les Français, dehors le reste du monde, et je serais bien incapable de mettre la frontière. Revenons sur la question de la sécurité et des données. Revenons sur notre enquête acteur public auprès de nos lecteurs. La question de la sécurité, justement, elle est en tête des attentes. Est-ce que le cloud, il est 100% sécurisé? Est-ce que ces données, elles sont à 100% sécurisées? Alors, Daniel l'a bien dit, c'est un modèle de responsabilité partagée et in fine, c'est le propriétaire de la donnée, le client, qui est responsable. Vous pouvez avoir le cloud le plus sécurisé. Dans l'essentiel des cas, c'est l'ingénierie sociale, c'est en fait la récupération de mots de passe, des mots de passe qui ne sont pas assez souvent changés. Vous achetez des bases sur le darknet de mots de passe, vous les essayez partout et puis ça finit par rentrer. Voilà, ça c'est l'expérience de la cybersécurité. Donc, est-ce que les données sont complètement sécurisées? C'est un travail permanent. Ce que permet, en tout cas c'est le rôle de Secnum Cloud et c'est la politique qu'on a mis en place, c'est de dire vous avez déjà un certain nombre de prérequis, notamment techniques, organisationnels, qui sont rassemblés par Secnum Cloud, par d'autres labels de sécurité, mais nous on a imposé Secnum Cloud qui contient aussi ces critères d'isolation juridique. Voilà. Donc ça veut dire que vous allez avoir une ségrégation, des séparations physiques et logiques entre les données de différents clients ou de différents environnements. Vous avez la garantie que les gens, les administrateurs de la plateforme ne sont pas avec leur Mac sur les genoux dans leur canapé à 23h en train de faire de l'administration sur vos données de production. Voilà. Ça, ce sont des garanties qui sont apportées par les clouds internes de l'État ou par les solutions qualifiées par l'ANSSI. Donc après, il reste une partie du travail à faire, mais comme avant, pour faire des audits de sécurité, pour déployer la politique de sécurité des systèmes d'information de l'État, etc. Là, je rappelle qu'on parle de ce qui est applicable pour l'administration centrale, bien sûr. Qui est responsable finalement de la sécurité de ces données? Daniel Deprezat.
Responsabilité partagée, c'est ce qu'on dit, mais le vrai responsable, c'est l'utilisateur final, il faut bien qu'il en ait conscience. Je dirais que tout à l'heure, je vous parlais du modèle multicouche. En fait, la dernière couche, c'est l'utilisateur final. Hein. C'est le premier rempart contre toutes les problématiques. Et aujourd'hui, il faut continuer à former, à informer et faire la pédagogie auprès des utilisateurs. Les trucs classiques, ne cliquez pas sur un lien sans savoir d'où il vient, n'ouvrez pas les pièces jointes si vous ne savez pas, vérifiez que vos logiciels sont à jour, faites les mises à jour, etc. Donc c'est vraiment l'utilisateur le premier responsable. Et après, chaque couche va être de responsabilité, soit effectivement du responsable de l'application qui va utiliser les bons logiciels au niveau sécurisation, ou alors du responsable de l'infrastructure qui va faire en sorte de mettre en œuvre tout ce qui va bien pour pouvoir faire que cette infrastructure soit non seulement fiable, mais aussi résiliente, c'est-à-dire qu'effectivement, encore une fois, c'est toujours le système d'une couche prend le relais par rapport à l'autre. Si la couche est défaillante, de pouvoir reprendre le service rapidement, selon le cahier des charges aussi, parce que peut-être que toutes les applications ne sont pas toujours critiques, mais aujourd'hui, on ne va pas se mentir, on vit dans un monde où on est 24 heures sur 24 connecté. N'importe qui a envie de faire sa déclaration d'impôt à 2 heures du matin, quand c'est la période, etc. Donc, de toute façon, tout doit être tout le temps disponible. Donc, il faut effectivement que tout soit verrouillé en fait. Est-ce qu'il y a un risque de perte de données, Mireille Mej? Alors, il peut y avoir un risque. Enfin, nous, chez Outscale, on a un devoir de protéger les données de nos clients. Et on a 3 mots-clés pour cela, c'est intégrité, conformité et disponibilité. L'intégrité, c'est effectivement ne pas perdre la donnée. Alors ne pas perdre la donnée, effectivement, on a dit que c'était une responsabilité partagée. C'est au client de sauvegarder ses données. Nous, on met en place aussi nos sauvegardes d'infrastructures en cas de désastre majeur. La conformité, c'est mettre en place toute la sécurité autour de ces données, pour pas qu'il y ait de fuite de données, par exemple. Donc c'est sécurisé, c'est la cyberdéfense. Et la disponibilité, effectivement, c'est mettre à disposition ces données 24 heures sur 24. Nous, on laisse la possibilité à nos clients de pouvoir redonder ces données sur 2 zones de disponibilité si nécessaire, de mettre en place un PRA si nécessaire. Voilà, c'est tout, je dirais vraiment les 3 mots-clés, conformité, intégrité et disponibilité. Une fois qu'on a rassuré l'utilisateur, on va maintenant s'intéresser à un autre constat, toujours notre enquête acteur public. Quels sont les facteurs de réussite dans une transformation cloud ? 45% des répondants de nos lecteurs répondent qu'il s'agit de la technologie adaptée garantissant sécurité et fiabilité. Ensuite, 23% l'accompagnement des équipes, 20% l'implication du top management et enfin pour 12% le développement de compétences. Vincent Coudrin, comment on accélère une fois qu'on a tous ces indicateurs? Ce qui est intéressant, c'est que là, on a en fait un panel qui est très large. Mais une grande partie de nos lecteurs font partie de la fonction d'État. Oui, alors je veux dire, c'est-à-dire qu'il y a une très grande diversité des facteurs clés. Et tous ont un point important, parce qu'ils ont raison, en fait, c'est tout. On a besoin, il n'y a pas à choisir, en fait. On va avoir besoin, déjà il faut que ce soit un projet collectif, si le management ne suit pas, on n'ira nulle part. Il y a une énorme dimension technique, parce qu'il faut, y compris, ça fait partie de la stratégie, internaliser les compétences, internaliser la maîtrise technique. On parle beaucoup de ce qu'on appelle, peut-être à tort, le vendor lock-in en matière de cloud, en disant le problème du cloud, c'est qu'on est complètement propriétaire. Si vous avez pris l'hygiène de redéployer vos systèmes d'information tous les matins, ce que permet le cloud, y compris les couches d'infrastructure, vous n'envisagez pas du tout la dépendance. C'est-à-dire que la manière de gagner de l'autonomie, c'est d'acquérir de la compétence. C'est ça qui va faire qu'in fine, on sera capable de changer de plateforme. Donc tout ça est vrai aussi. La sécurité dans le cloud, in fine, il faut la maîtriser. Donc il faut faire tout ça. Et pour ça, c'est en faisant. C'est-à-dire qu'on prend un projet, on va chercher de l'aide auprès de ses collègues, auprès du centre d'excellence qu'on appelle la brigade interministérielle du numérique, à la DINUM, en allant utiliser les marchés qui existent avec des experts cloud, en créant un centre de compétences en interne. Et il faut prendre le clavier, imaginer une application, déployer et recommencer. Et au bout de 18 mois, parce que c'est ça la vraie vie, les gens reviennent en disant: en fait, mon principal problème, il était culturel. Et ça, c'est l'histoire que... Ça fait 10 ans que j'entends ça. Et à chaque fois, c'est la même histoire. Les gens disent, en fait, il faut le faire. Donc, en matière de cloud, il y a ceux qui vont rester à commenter, puis il y a ceux qui commencent. Voilà, et c'est vraiment les 2 populations. Et la raison pour laquelle on a fait cette doctrine qui dit, à partir de maintenant, vous faites du cloud, parce que quelque part, toute sortie est définitive.
commencez à faire du cloud, vous n'allez pas revenir. Après, il y a la grande question de, oui, mais les gens partent faire du cloud public, puis ils reviennent, etc. Les gens qui reviennent, ce n'est pas pour faire comme avant. C'est parce qu'en fait, ils se disent, ce que je fais dans le cloud public, je peux le faire moi-même. Le cloud, c'est une manière de faire de l'informatique. C'est la décorrélation entre les gens qui produisent la ressource informatique et les gens qui la consomment. Ça, vous pouvez le faire chez vous. C'est d'ailleurs ce qu'on fait au sein de l'État. Voilà. Donc, moi, mon seul truc, c'est commencer et appelez-nous. On a une question de Bayou qui nous demande si la fonction publique, elle peut déroger ou non à un cloud souverain de type Nubo. Bah oui, la preuve, c'est que, en fait, ce que dit la doctrine, la doctrine est d'une simplicité, on vous parlait d'évangile, là c'est biblique. C'est à partir de maintenant, vous faites du cloud, soit la donnée est sensible, et au sens de la doctrine, on explique ce que c'est que la sensibilité, donc il faut que la donnée soit un secret protégé par la loi, soit impliqué dans des activités essentielles de l'État. Et il faut en plus que l'impact d'une violation soit vraiment très grave. Voilà, c'est ça. Il faut cumuler ces deux facteurs. Et à partir de là, vous êtes obligé d'utiliser soit du cloud qualifié par l'ANSSI Secnum Cloud, donc du cloud commercial, soit Nubo ou PI, c'est-à-dire les plateformes internes à l'État. Il n'y a pas d'autres règles. Voilà, et on met sur le même. Alors après, c'est en fonction parce que vous ne mettez pas vos données n'importe où. Si elles sont beaucoup utilisées par des applications, vous ne pouvez pas mettre les données trop loin. Donc vous avez d'autres contraintes. Vous pouvez avoir des données de niveau de sensibilité supérieur encore qui vont imposer d'autres choses. Mais la doctrine dit juste, pour tous les autres cas, vous allez faire du cloud commercial. Quand vous regardez la dépense en matière de cloud commercial, vous avez à peu près 80% qui est sur du cloud non qualifié Secnum Cloud. Ce qui est à peu près identique à ce que font les entreprises du CAC 40 qui estiment que 20% de leur patrimoine informationnel doit vraiment rester dans des containers, dans des endroits très très sécurisés. Mais l'essentiel, vous faites ce que vous voulez. C'est ça le message. Donc c'est une doctrine de transformation. Il y a des enjeux de souveraineté, mais l'essentiel, c'est faites du cloud. Mireille Mege, on vient de parler il y a quelques instants de cadence, de ce programme, de la feuille de route pour la doctrine cloud. Vous êtes prêt chez Outscale à relever le défi? Effectivement, quand j'entends les chiffres que dit Vincent, on a intérêt à être prêt, je dirais. Nous, l'objectif, c'est effectivement de mettre tous les moyens en œuvre pour apporter des nouvelles solutions aux acteurs publics, c'est de les accompagner. Donc ça implique effectivement de passer par une scalabilité aussi bien en termes humains et matériels, parce que on voit la donnée prend de plus en plus de place, donc il faut pouvoir suivre sur tout ce qui est stockage et ressources. Donc nous, effectivement, on adore être, je dirais, challengés sur des nouveaux projets, et les besoins de nos clients font qu'effectivement, on a besoin de rester à l'écoute pour pouvoir évoluer dans le temps. On a une question de Marie-Laure Micou qui nous demande comment mesurer l'impact du cloud sur les opérateurs de l'État. Une nouvelle fois, je me tourne vers vous, Vincent Coudrin. C'est un bon point. Ils sont beaucoup plus nombreux que nous, ils sont à peu près 400. En fait, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on mesure leurs dépenses. Ça, c'est le premier truc. C'est un marqueur. S'ils ne dépensent pas de cloud sur les marchés, si on ne les voit pas arriver chez PI et chez Nubo, c'est qu'ils sont en train de faire autre chose. Voilà. Donc ça, c'est le premier point. Il y a énormément d'universités. Les universités ont généré leurs propres infrastructures. Donc on a d'autres programmes qui consistent à dire OK, vous remontez un projet d'infra, mais vous en fermez 2 ou 3. Donc en encourageant, en fait, il faut avoir une trajectoire de convergence. C'est ça le point. Donc c'est un peu au cas par cas. Après, nous, on est en train de faire la liste. Disons que c'est de la vente. Donc je pense que Mireille connaît ça aussi bien que moi. Il faut passer des coups de fil. Ça n'arrive pas par hasard. Donc on passe par les ministères de tutelle. On va voir les porteurs de projets. On a utilisé des mécanismes de soutien aussi. Il y a beaucoup d'opérateurs qui nous ont... mais c'est vraiment... Ça fait partie de nos grands objectifs pour 2024. C'est les adresser un par un. En quoi cette stratégie de transformation fait évoluer l'organisation publique, Mireille? C'est une nouvelle question toujours de Frédéric Floquet. En quoi Je vous répète, en quoi une stratégie de transformation cloud au centre fait-elle évoluer l'organisation?
En fait, l'intérêt du cloud, comme on l'a déjà dit, c'est la scalabilité, c'est la flexibilité, c'est l'agilité. Comme je disais, un projet, ça peut être un projet de test. Si on a besoin de faire un test, et on le voit actuellement avec la montée en charge de tout ce qui est intelligence artificielle, beaucoup de gens ont envie de tester avant de passer en production. Donc ça peut être des tests qui peuvent être sur 2, 6 mois. Donc effectivement, le cloud se prête totalement à ça parce qu'on sait que les ressources en termes d'intelligence artificielle sont assez coûteuses. Donc l'intérêt du cloud, c'est de pouvoir utiliser ces ressources sur un temps limité à moindre coût. Donc effectivement, le cloud se prête complètement à des projets, donc, comme je disais, de tests, comme après une mise en production. On parlait de projets de développement. Si les données sont anonymisées, on va à fond dans le cloud. Hein. Il n'y a plus qu'à. Et une fois qu'on a commencé à développer, je dirais, le reste suit, quoi. Je parlais tout à l'heure de défis. Daniel Deprezot, j'imagine que vous aussi, vous êtes prêt chez Veritas à le relever. Bien entendu, je ne vais pas vous dire le contraire. Non, mais ce qui est sûr, c'est que dans notre cahier de charge de nos solutions, il est inscrit qu'elles doivent être le plus évolutives possible. Et pourquoi ? Parce qu'effectivement, en dehors même du cloud, de toute façon, il y a une explosion de la donnée, de l'utilisation de la donnée qui est infinie depuis plusieurs dizaines d'années maintenant. Donc de toute façon, technologiquement, oui, nos solutions sont faites pour faire face à cette augmentation énorme de la volumétrie. Et puis 2, nous accompagnons le service public depuis une 20-30 ans, bien avant que le cloud soit sur place. Donc oui, nous sommes prêts. Je voulais revenir aussi sur tous ces enjeux. On a parlé de sécurité, de performance, de souveraineté. Est-ce qu'il y en a d'autres enjeux du cloud, Vincent Coudrin ? Ça fait un petit peu le lien avec le point qui vient d'être débattu sur les modifications d'organisation. Finalement, et je disais, on fait du cloud. L'enjeu du cloud sert l'enjeu de transformation qui était défini par la directrice internationale du numérique, Stéphanie Cher, qui est lié en fait au mode produit. On a aussi le virage de l'intelligence artificielle à prendre, comme tout le monde, mais c'est celui du mode produit. Le mode produit, c'est de dire, vous avez une idée, vous avez une intuition, y compris en tant qu'agent public, pas informaticien, et vous voulez tester. Donc, c'est tout le programme des entrepreneurs d'intérêt généraux, la démarche bêta, qui fait que vous allez vous créer une équipe de 4, 5, 8 personnes et elle va pouvoir tester quelque chose, le tester sur des vrais utilisateurs et passer à l'échelle, c'est-à-dire passer à 1000, 1 million, 10 millions, on peut passer à 70 millions d'usagers, et avec la même organisation. Voilà. Et ça, en termes d'organisation, c'est complètement révolutionnaire. Voilà, donc ça, l'enjeu, c'est d'encourager l'expérimentation, d'avoir des temps de réaction, des boucles de rétroaction qui sont extrêmement courtes, c'est-à-dire j'essaye, je vois tout de suite si ça marche ou pas, si ça marche, j'insiste, si ça ne marche pas, j'arrête. Voilà. Et ça, en termes d'organisation, c'est vraiment à déployer au cœur des organisations publiques. On a une question qui nous vient de Luc Deriano. Et les collectivités territoriales, elles en sont où justement dans l'adoption du cloud ? Et il ne parle pas seulement des départements et des métropoles. Alors non, effectivement, il y a une chaîne qui est extrêmement importante, qui sont celles des opérateurs de services numériques, qui sont les opérateurs mutualisés, sur qui on compte également. La doctrine de l'État ne concerne que l'État. C'est-à-dire on ne peut pas imposer aux collectivités, qui sont complètement autonomes, dans leur gestion et dans leurs choix, les choix d'infrastructure. Donc on encourage les collectivités à se saisir du sujet du cloud et à adopter ce modèle, sachant qu'elles ont des freins qui sont spécifiques, qui sont liés aux contraintes sur, en gros, quand vous faites du cloud, c'est 100% de dépenses de fonctionnement, alors que vous pouviez être sur de l'investissement avant. Le fonds de compensation de la TVA qui s'applique au cloud ne compense que partiellement, en plus avec un taux réduit, donc à ces dépenses. Et on a également le fait que les collectivités utilisent beaucoup de logiciels édités par des tiers. Voilà. Et mon intuition, mais ça n'engage que moi, ça serait de dire c'est probablement les éditeurs de logiciels qui équipent les collectivités qui vont être des acteurs majeurs, en prenant eux le virage du cloud, ce qui à mon avis est leur intérêt, et aussi l'intérêt des collectivités. En matière de cybersécurité, il faut voir les cybercriminels. Là, je ne parle pas c'est pas des attaques de niveau étatique, enfin pas encore, je touche du bois, mais les cybercriminels ne visent pas. C'est-à-dire que vous pouvez être un hôpital, vous pouvez être une collectivité avec 2 agents
où vous pouvez être la métropole de Lille, ils attaquent exactement la même pareille, puisque c'est du filet dérivant. Voilà, donc vous pouvez être touché. Le cloud est une réponse, est une manière de se protéger. Donc oui, allez-y. Adressez-vous aux gens qui font votre informatique. Les opérateurs, les OPSN sont des gens absolument essentiels, qui connaissent bien ces sujets, et les éditeurs de logiciels. Daniel Deprezot, quels sont les objectifs de Veritas pour les mois, les années à venir en matière de cloud? Je pense que ce qu'on a envie, c'est que les gens puissent utiliser le cloud en toute confiance, facilement. C'est surtout ça. Donc aujourd'hui, je dirais ce qui est intéressant dans ce que fait Veritas, c'est qu'on a compris justement, alors spécialisé dans la cyber-résilience, la cybersécurité, qu'en fait c'est un sport d'équipe, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas y arriver tout seul. Donc nous, ce qu'on fait de plus en plus, c'est on crée des partenariats avec d'autres accords. Rappelez-vous, je vous ai parlé de toutes les couches. On n'est pas présent sur toutes les couches parce qu'on n'est pas pertinent, parce qu'on sait qu'on n'y arrivera pas. Donc on crée ces accords, on les teste ensemble dans des laboratoires, on injecte réellement des malwares pour vérifier comment l'ensemble réagit. Et c'est comme ça qu'on arrive à proposer les solutions les plus fiables, les plus testées et les plus complètes. Donc voilà, je dirais notre objectif à nous, c'est utiliser le cloud en toute confiance. Et n'oubliez pas, je reviens là-dessus, la première barrière de la sécurité, c'est vous, utilisateurs. Merci beaucoup Daniel Deprezot, Mireille Mej. Même question pour Outscale, c'est quoi les objectifs à venir, la feuille de route? Alors il y a beaucoup d'objectifs. Les objectifs, c'est effectivement de proposer des solutions en adéquation avec les besoins des acteurs publics. On a bien compris qu'après le travail d'inculturation, il faut leur faciliter leur transformation numérique. Donc ça passe par leur proposer des solutions clés en main. C'est pour ça que nous, on a mis en place une marketplace qui leur permet de cadrer leur usage du cloud avec des solutions éditeurs autour de la cyberdéfense, aussi bien que sur de l'applicatif. Donc voilà, on passe par des outils de ce type-là. Et après, comme je dis toujours, l'accompagnement pour évangéliser à l'adoption du cloud. Merci beaucoup Mireille Mej, merci beaucoup à vous Vincent Coudrin d'avoir participé à cette émission. Merci aussi à vous téléspectateurs et on se retrouve très bientôt sur Acteurs Publics TV.